Bonjour Manu. Bonjour, Bruno. Donc on ne s'est pas vu depuis un certain temps déjà. Ah, ouais, On s'est loupé en Martinique à ton retour. à quelques jours. À Ouais. quelques jours. Hein. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter déjà ton aventure de la longue route, ta descente de l'Atlantique? Oui, je suis parti. En fait, je suis parti de Cascais, de Portugal. Oui. Et à cause, j'étais un peu dans les hors délai. Si je continuais, je voulais partir du Bono, bien sûr. Et c'était un peu juste au niveau délai, donc j'ai décidé, comme ma date limite c'était le 15 août, je suis parti de Cascais. Puis la descente, descente c'est relativement bien passé, avec une tempête tropicale au passage quand même, Florence, mais bon, qui était, disons, à l'état de... C'était un peu je l'ai prise dans la nurserie, on va dire, elle était petite, ça a été, c'était une petite mise en jambe. Et puis après, je suis bien passé. Je pense un passage normal jusque le sud avec une petite paire de petites dépressions, mais pas grand-chose. Et voilà, après arriver dans le sud, un premier, disons, le petit baptême avec un petit coup, un bon coup d'est quand même. Et puis j'ai eu beaucoup d'est jusqu'au moment où j'ai décidé de descendre plus dans le sud, pour essayer de sortir de ce courant qui est, quand ça souffle d'est, un courant dominant vraiment. En fait, tu avais l'anticyclone de Sainte-Hélène qui était très bas, était là, qui pompait de l'est et tout ça. Et donc, dans le sud, au moment où j'étais un peu coincé entre le banc des aiguilles et le côté sud, j'étais déjà dans la limite donnée, dite des glaces possibles. Et là, est arrivé une tempête, baptisée violente tempête, et qui a mal évolué, on va dire, qui est devenue assez énorme, et dans laquelle j'ai cassé mon régulateur. Voilà. Ce qui fait que, évidemment, sans régulateur, c'était difficile. Donc j'ai fait demi-tour jusqu'à Cape Town. D'accord. Et donc cette tempête que tu as appelée, toi, dans le blog Big Storm. Big Storm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Je crois que tu t'es fait coucher quand même pas mal plusieurs fois. Oui, je me suis fait vraiment coucher deux fois vraiment, vraiment bien. Et, avec toujours ce sentiment un peu étrange quand le bateau est couché, qu'il a le mât dans l'eau. Et la mer était énorme, puisque Safety à Cape Town après m'a dit qu'il y avait des vagues de plus de 15 mètres. C'est leur norme à eux. Donc c'était pas tant à ce niveau-là, c'était pas tant la hauteur des vagues, c'était surtout le rouleau qu'il y avait au-dessus de chaque vague, c'est-à-dire ça déferlait, c'était vraiment très très impressionnant. Et surtout, ça venait de tous les côtés, Selon les zones, il y a eu vraiment des moments, ça pendant une dizaine d'heures, ça a été vraiment, le mot c'est, je sais pas, étonnant, étonnant, je savais pas que ça pouvait exister. Ça a été donc, je suis resté une dizaine d'heures avec l'anémomètre qui allait à plus de 89, D'accord. Et puis après, donc j'ai dû me débrouiller sans régulateur et je suis rentré sur Cape Town avec une autre dépression derrière. Et donc, sans régulateur, ça veut dire à la barre tout le temps? À la barre tout le temps, mais en bricolant quand même. J'arrivais à le faire fonctionner comme ça par à-coup, en le tenant avec un bout, en redressant un peu, sans trop vouloir forcer, parce qu'il y a des pièces tordues si on les redresse, ça casse. Donc je suis arrivé tant bien que mal, et plutôt je m'en suis pas mal tiré à Cape Town, en bon état. Le bateau tout en bon état, juste le régulateur. J'ai pas eu d'eau dedans, tout était fixé, vissé. Donc, en revanche, très 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 satisfait de la préparation du bateau. Ça, vraiment, je suis. Et tu avais installé une barre intérieure. Et j'avais installé une barre intérieure, effectivement. Donc, ça m'a permis, pendant assez rapidement, dans le coup de vent, de rentrer à l'intérieur et de barrer de l'intérieur de cette petite timonerie que j'avais installée, en fait, au départ,
plus comme un clin d'œil pour Bernard Moitessier et le côté un petit peu fun entre guillemets, je dirais, et qui m'a bien sauvé la mise parce que j'ai pu barrer donc cette dizaine d'heures là de l'intérieur, Oui. tant bien que mal, pour gérer un peu le bateau de ce que je pouvais faire et de l'intérieur dès que j'ai pu rentrer, et ça a été vraiment d'un confort. Donc ce petit truc un peu gadget entre guillemets que je pensais juste comme un petit clin d'œil m'a bien sauvé la mise. Ouais, merci Bernard Moitessier. Et Voilà, on peut dire. tu disais hier que justement, que barrer avec cette barre intérieure, tu t'étais rappelé un petit peu de la façon dont Bernard... Complètement, parce que ça m'était jamais arrivé de barrer mon bateau avec une petite barre à roue et de l'intérieur. Et c'est sûr qu'à un moment donné, comme ça force, je me suis complètement souvenu d'un des passages du Cap Horn à la voile où il explique justement à Françoise comment barrer, il faut lâcher la barre. Et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, je tiens la barre, ça force, le bateau part en travers, on lâche, brrr, elle tourne dans un sens, elle retourne dans l'autre, elle revient, on la reprend. Mais c'est exactement ça, le mode d'emploi était dans je ne sais plus quelle page de ce bouquin-là, et ça m'est vraiment revenu, et c'est vraiment exactement ça. J'ai retrouvé, vraiment retrouvé un petit peu de confort avec ça. C'était, le mode d'emploi était dans le Cap Horn à la voile. D'accord, fabuleux. Et donc avant que tu réussisses à rentrer dans le bateau, certaines fois où le bateau s'est fait coucher, toi tu t'es retrouvé sous l'eau, coincé dans les filières, je me suis retrouvé tout à fait, ouais, parce que comme j'ai une capote rigide, je m'amarre assez court et au haut de la capote rigide pour pas justement risquer de passer par-dessus bord et tout ça. Et dans une des 2 fois où le bateau s'est couché, donc vraiment le mât dans l'eau, hein, beaucoup plus de 90 degrés, enfin, disons que les chavirés, il est surtout revenu du même côté, c'est ça qui est intéressant parce que il n'y a pas eu de dégâts dans le gréement. Et donc du coup, je me retrouve suspendu, moi juste calé dans les filières et sous l'eau, puisque le bateau est au-delà de la tranche. Et ça, c'est pas très long, mais c'est trop long, quoi. C'est trop long quand même. Oui. Et l'eau est froide un peu quand même. Hein, ouais, c'est un peu, c'est pas très confortable. Mais bon, attaché bien, donc en sécurité quand même. Quoi. Et voilà. Est-ce qu'il y a de la peur dans ces cas-là? Et dans ces moments-là, alors c'est étonnant parce que souvent on me dit alors t'as eu peur, et je dis non, mais c'est pas tellement. Moi j'ai pas peur, c'est que c'est un moment où j'ai eu ni peur, ni confiance, ni froid, ni chaud, ni soif, ni rien. C'est un moment complètement étonnant, complètement à part, quoi. C'est même au bout de ces 10 heures, les plus grosses, à peu près 10 heures, hein, il a fallu presque que je reconstitue. Je ne veux pas dire qu'il y avait une espèce d'amnésie, mais il a fallu que je reconstitue un peu les événements parce que j'étais vraiment pas, à ce moment-là, j'étais vraiment pas là. C'est pas une histoire de s'activer, même à un moment donné, quand tout est fini, une espèce tu déconnectes, voilà, comme de fusible, hein, qui met hors circuit. Donc ça a été vraiment un moment très 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 magique, très étonnant, hein, très 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 impressionnant. Enfin, ouais. Pour et moi, Bernard Moitessier en parlait aussi, ça, du fait de déconnecter le cerveau à certains moments pour justement être plus dans l'action immédiate. Plus dans l'action, plus dans le être et puis pas enlever tout le reste. Plus dans l'action, être que l'action, être que la chose. Là, c'est juste être que le moment, quoi. On n'a plus on n'est plus, je veux dire, c'est peut-être une vision, mais plus embarrassé des sensations, de froid, de chaud, de trucs, de mouillé, on est vraiment que là, sans mauvaise pensée forcément, sans bonne pensée non plus, hein, juste là. Je pense après, pour m'être intéressé un peu justement à Bernard, à d'autres trucs, que ça arrive, dans certains cas, ça arrive un peu comme ça. J'ai vraiment dû reconstituer ces quelques heures là, en me disant, en me souvenant, hein, oui, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait l'autre. Hein. C'était vraiment, vraiment, après coup, vraiment impressionnant. Ouais. D'accord. Et la peur, elle vient après ou c'est La juste peur vient après, ou... l'inquiétude vient sûrement après, mais j'ai eu la chance d'abord de ne pas avoir d'avarie. Donc en même temps, j'ai eu cette satisfaction de mon bateau, quoi, qui n'a pas du tout souffert
Parce que dans un premier temps, j'ai pensé que peut-être il serait détruit au niveau structurel, quoi. Hein, je me suis dit, il y a les cloisons, et puis en fait, il n'y a rien qui a bougé, à part le régule, il n'y a absolument rien qui a bougé. J'ai pas eu une seule goutte d'eau dedans. Donc en même temps, cette satisfaction a atténue beaucoup le sentiment qui est venu après. Puis j'avais juste une autre dépression qui arrivait derrière, donc il ne fallait pas rigoler, il fallait que je la passe. Celle-là, je pouvais pas couper directement sur Cape Town, il fallait que je m'occupe de celle-là. D'abord qui a été une dépression normale, entre guillemets, hein, je veux dire. Hein. Donc il y a eu, avec ses 50 nœuds de vent et tout, mais déjà, le plus gros attrapé sur un seul courant, le courant antarctique, donc dans un sens, donc ça a été vraiment plus correct, quoi, on va dire. Hein. Ça a été, et je suis arrivé sur le versant sud-ouest de la dépression, hein, c'est-à-dire quand ça suit du sud-ouest, donc je suis monté nord sur Cape Town, et voilà, donc je suis arrivé très bien à Cape Town. D'accord. Ouais. Et après tu es resté à Cape Town un petit mois, je crois. Oui, je suis resté un mois sur Cape Town parce que je suis arrivé à Cape Town à l'entour du 9 novembre, vers le 9 novembre. Je mettais dans mes dates dans une espèce de petit cahier de charge que je m'étais fait. Je ne voulais pas passer le cap de Bonne-Espérance après le 15, voire le 20 novembre, sinon ça me menait trop tard sur le Cap Horn. Et donc je m'étais laissé cette dizaine de jours, du 9 au 20 ou au 15, mais enfin entre le 15 et le 20, pour changer de régulateur, puisqu'il était attaqué dans sa base, et partir avec quelque chose de sain sur la longue route, quoi, continuer. Et en fait, j'ai pas pu. Donc dès que j'ai lâché l'affaire, dès que j'ai décidé d'abandonner, enfin de plus continuer. Bon, du coup, je suis resté sur Cape Town avec un autre esprit, quoi. J'ai profité, j'ai rencontré énormément de gens, puis des gens de mer, vraiment de beaux skippers de courses, de régates, hein, là-bas. Je faisais remarquer, j'étais avec Andrea Fanfani qui sera là ce soir, hein, sûrement. Et on rigolait parce qu'on regardait tous les bateaux. L'avant, il y en a très peu qui ont un davier. Les gens, c'est que de la régate. C'est vraiment un endroit magnifique au niveau de la navigation. C'est beau. Ouais. Et je crois un accueil au niveau du port extraordinaire. Alors oui, un accueil fantastique. Quand je suis arrivé à 3000 de la digue. Il y a le gros Zodiac du port, hein, qui est sorti et qui est venu me rejoindre avec le capitaine du port, hein, Stephen Bentley, hein, qui est le capitaine du port, hein, de tout avec les galons et tout ça. J'étais impressionné. Qui est venu, qui est monté à bord, qui a pris la barre, qui a rentré le bateau au port en me disant c'est bon, tout ça, qui m'a donné toutes les dernières infos. Je suis arrivé, j'étais invité une semaine invité au port, ils m'ont pris mes voiles, ils m'ont réparé mes voiles. Enfin vraiment un accueil somptueux. Après, ils nous ont amenés avec Andrea visiter et tout. C'était vraiment un bel accueil, un bel esprit de gens de mer, hein, on peut dire. Je crois qu'on peut le dire, hein, comme ça, vraiment de belles gens. Du coup, ça m'a coûté partir, ça a été triste, partir de Cape Town. Ah oui. Oui, vraiment, parce que c'est vraiment lié vraiment de beaux moments. Je pense qu'Andrea aussi, il pourrait en parler. On a passé vraiment un moment chaleureux, mais c'est vraiment trop beau, quoi. Ouais. D'accord. Et après, donc, remonter jusqu'aux Antilles. Hein. Après, remonter jusqu'aux Antilles, hein, belle navigation. Hein, en mode touriste. Voilà, en mode touriste. Et puis bon, c'est une belle navigation. Hein. Moi, normalement, je crois que de Cape Town, on compte 2-3 jours où c'est peut avoir un peu encore l'influence du sud, mais personnellement, moi, je suis parti le soir même. J'ai accroché le sud-est, hein, l'Alizé, jusqu'à l'équateur. Après un petit peu de poteau noir, et puis après continuer avec l'Alizé de nord-est jusqu'en Martinique. C'est vraiment une grande balade de 50 jours, mais bon, une belle navigation. Ça aide à remettre aussi à réfléchir et Bien sûr. À se remettre un peu en place, hein, parce que c'est quand même difficile, hein, de renoncer, quoi. Hein. C'est pas...
Et voilà, donc mes belles navigations et beau retour en Martinique, parce que c'est là que j'avais mes attaches. Voilà. Donc, et maintenant, des projets? et maintenant, les projets, c'est de continuer. On remet en place notre projet le même projet de Manu Martin, Les enfants autour du monde, mais qui va s'étendre sur le Pacifique. Donc toujours dans le même esprit, c'est faire cette espèce de lien entre un peu tous les enfants qui soient sensibles sur trouver déjà beaucoup d'autres formules de travail en ce qui concerne l'école et tout ça. Ça c'est la partie de Michel, la partie pédagogique, c'est-à-dire redonner vraiment un sens à l'apprentissage, à le travailler ensemble et puis notre environnement qui est vraiment intéressant. C'est vraiment un chantier intéressant parce que on pense que bien sûr c'est demain que ça va se passer. Nous, c'est un peu nos enfants qui vont pouvoir agir le plus. Et c'est bien parce que ça fait un retour un peu sur le Pacifique où effectivement la première AME, Air Marine Éducative, qu'on a fait en Martinique, est née aux Marquises, je crois, de l'initiative d'enfants. Donc ça fait un peu un retour là-dessus. Et c'est donc ce mélange de l'AME, de Martin autour du monde, et c'est continuer à faire bouillir un peu cette marmite là qui est bien, je crois, qui motive un peu les plus jeunes, les petits. Je pense qu'ils sont très motivés. Moi, je les ai vus un petit peu. Ils sont très motivés. Ouais. C'est vrai que ça les intéresse, ça fait un projet pédagogique complet. Oui, ça fait un projet pédagogique vraiment, vraiment, vraiment complet où il y a tout dedans pour travailler. La phrase des enfants, c'est « Ah ben quand on fait ça, on ne travaille pas », alors qu'en fait, ils n'ont jamais autant travaillé que là. Quand je suis arrivé à Cape Town, c'est eux qui m'ont envoyé en me disant « Bon ben alors tu verras, le capitaine Bentley, la monnaie c'est le rand, alors un rand ça vaut 0,6 €, enfin je ne me rappelle plus, donc avec 10 € tu auras tes trucs ». Enfin, et c'est bien parce je pense qu'il y a un sentiment de prendre soin de moi, eux, et puis donc ça c'est le résultat de recherche, de travail, il y a des mathématiques, il y a des trucs, il y a de la géo, il y a de tout, quoi. Non, c'est bien, les enfants étaient vraiment présents. Ils n'ont pas été trop déçus que tu abandonnes? Non, je crois que non, c'était une des questions que je me posais, mais en même temps, c'est intéressant aussi parce que le renoncement, ça fait partie du projet. Bien sûr. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours envisager et qui est un acte qui fait partie du projet. C'est-à-dire à un moment donné, si on ne sait pas renoncer, je ne sais pas si on peut faire bien sûr beaucoup de choses, mais à ce moment-là, on les fait hors... non, je crois qu'il faut savoir renoncer. Et le renoncement, c'est quelque chose qui est intéressant, justement, de parler avec les petits, les plus petits, les enfants. Il faut apprendre, il faut savoir renoncer, il ne faut pas rester faut pas être dans le... C'est facile, peut-être plus facile de faire des choses de barjot. On peut sauter du pont, voir comment on arrivera. C'est celui qui se fera le moins de mal, mais enfin, c'est pas terrible. Donc je crois il faut apprendre à rebondir. Voilà. Oui, en revanche, je crois que c'est un tout. Il faut apprendre à rebondir. Il faut toujours avoir, je crois, les projets. Je crois que les projets sont peut-être jamais trop focalisés sur un seul projet qui pourrait manger tout notre énergie et laisser un gros vide derrière. Je pense que je crois qu'il faut que ça avance, il faut que ça continue à avancer. Je crois que c'est un peu cette espèce de, peut-être on pourrait dire, résilience qui est intéressante aussi pour nous et pour les enfants aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de... c'est bien leur montrer, oui. Voilà, il n'y a pas de... Alors là, bon, je dis, je suis mal placé pour ça parce que je prêche un peu, mais je crois qu'il n'y a pas de... dans tous ces projets-là et tous les projets, il n'y a pas... quand partir, on est déjà des vainqueurs, quoi. Oui. Il n'y a pas de... La notion d'échec, je ne crois pas qu'il faut... de toute façon, c'est une phrase qu'on reprend beaucoup avec les enfants. C'est la seule notion d'échec qu'il puisse y avoir, c'est de ne pas essayer. Donc après le reste, voilà, on fait avec, on fait plein de choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent différemment, il y en a qui ne marchent pas. Voilà, il faut savoir renoncer quand il faut le faire. Ma foi, c'est pas jamais facile. C'est jamais facile. Bien sûr, bien sûr. Mais rien n'est facile. Monter un gros projet, c'est pas facile non plus. Donc voilà. Mais on a droit à tout.
Voilà. D'accord. Ok, Voilà. bah merci Manu. Ben, merci à toi, Bruno. Ouais. Et puis, passe le bonjour aux enfants quand tu les rencontres. Oui, ben voilà, le mardi on est là-bas, le mardi Ouais. je suis avec les enfants. Et, je leur passerai le bonjour.